Nous sommes en guerre. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent, et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. » Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public, c'est une honte. Évidemment, votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Ouais, clairement. Il y a cette idée que la fabrique des cadres institutionnels de notre société, qu'ils soient médecins, ingénieurs, etc., est extrêmement formatée. Elle cherche à faire toujours les mêmes. Et il y a des parcours initiatiques très durs. Vous allez passer un concours, puis un autre concours. Et puis il y a des pratiques rituelles qui vont faire que vous faites partie d'une caste. On va faire la fête en P2, en deuxième année, on va faire la fête, je sais pas quoi, il va y avoir des bisutages, et puis à l'hôpital, on va vous traiter d'une certaine façon, ce qui fait qu'à la fin, vous appartenez au groupe. Et vous appartenez au groupe dans la mesure où vous tenez le discours du groupe. Si vous tenez plus le discours du groupe, vous dégagez. Et ça, c'est extrêmement douloureux, ça veut dire que vous seriez sorti de ce groupe social dans lequel vous avez mis tant d'années à investir toute votre énergie pour en faire partie. Et c'est une mort sociale. Et la mort sociale, c'est pire que la mort. Parce que ça veut dire, en gros, je suis dans un groupe, tout le monde fait comme s'il me voyait plus, comme si j'existais plus. Et il y a quelque chose dont il faut se souvenir, c'est que la pire peine dans la Grèce antique, dans les cités grecques, c'était pas la mort, c'était le bannissement. C'est-à-dire que tu fais plus partie de la cité. Et ça, c'est insupportable. Et aujourd'hui, les médecins qui ont critiqué, effectivement, ils sont bannis. On considère que, et les soignants qu'on critiquait sont suspendus, on dit, ah non, ils sont plus dignes d'être soignants, ils ne croient pas dans le narratif officiel et donc ils sont dangereux. Voilà, il y a cette espèce de clergé d'une religion scientiste qui utilise la science là où elle devrait pas et qui fait dire à la science ce qu'elle ne dit pas. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui sont libres et qui revendiquent cette liberté en disant moi j'ai plus envie de faire partie de cette société-là et de ce monde-là et j'admets le risque que ça comporte. Et moi ça me rappelle la fable du chien et du loup de La Fontaine. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le chien il est tout gras, il est bien en chair et puis il rencontre un loup qui est tout pelé, etc. Et il dit mais viens avec moi, tu viens à la maison, tu vas voir, il y aura plein à manger, soit juste faire quelques caresses au chef, etc. de la maison, puis chasser les bandits, mais tout va bien. Et le loup se dit waouh, ça doit être super chouette ça. Puis il regarde le cou du loup, du chien, il dit mais c'est quoi ce truc-là? Ça c'est mon collier, c'est ma laisse. Ah. Et là le loup s'enfuit et court encore, parce qu'il veut garder sa liberté. Pour moi, les manifestations étaient utiles. Je l'ai pas compris tout de suite. Donc, il n'y a pas eu d'appel à la manifestation. Il n'y a jamais eu de banderole Réinfo Covid dans aucune manifestation et c'était volontaire. Après, les gens individuellement font ce qu'ils veulent, mais il n'y avait pas cette image-là parce que Réinfo Covid avait une vocation apartisane. En disant, de toute manière, il n'y a pas de vocation politicienne. Donc, on n'a pas envie de suivre un mouvement ou un autre. Et d'autre part, il y a cette idée que la manifestation est un élément attendu par le pouvoir et qu'elle est extrêmement scénarisée, extrêmement contrôlée par les autorités publiques, par les gardiens de la paix, etc., par les médias. Finalement, on est capable de scénariser et de faire perdre de l'énergie aux collectifs qui vont s'épuiser et qui vont refaire le match toute la semaine en disant « Non, on était 30 000, ils disent qu'on est 300, non ». Et à la fin, il se passe rien parce que c'est une demande, souvent ces manifestations, vis-à-vis du pouvoir en disant « S'il vous plaît, enlevez votre loi ». La manifestation telle qu'elle est conçue aujourd'hui, à mon avis, est un logiciel complètement inopérant qui est saut 20e siècle et complètement maîtrisé par le pouvoir. Et d'autant plus qu'elle fait le pari que le gouvernant cherche le bien commun. Alors c'est la première chose à abandonner. Les gens qui sont au pouvoir sont pour le pouvoir et pour l'argent.
Ils sont pas là pour le bien commun, sinon ça se saurait, quoi. Et tous les gens qui ont vécu dans une dictature ou dans un moment tyrannique ou totalitaire le savent. Mais bien sûr que les gens qui sont au pouvoir sont malveillants et ne cherchent pas le bien commun. Pas tous, évidemment, parce que là, ce serait un raccourci trop rapide. Au sein des politiques, il y a plein de gens qui sont épris de liberté, de démocratie et d'essayer d'améliorer les choses au niveau social. Et pour moi, ces gens-là sont des marionnettes actuellement. Il y a eu une expropriation du pouvoir politique et une appropriation par des multinationales financiarisées qui finalement règnent aujourd'hui sur notre quotidien. Moi, j'ai eu l'exemple très tôt sur la question du Roundup, en fait, et en butant sans cesse sur la question de l'Union européenne. Et en constatant qu'au niveau de l'Union européenne, jamais il n'y a eu et il n'y aura d'interdiction du Roundup. Et ça, c'est pas le fait des citoyens. 85% des citoyens souhaitent qu'on arrête le Roundup dans les cultures. Ou en tout cas, qu'on diminue drastiquement les doses de phytosanitaires. Et donc, qui décide ça? Ça veut dire que les gens qui sont au pouvoir à Bruxelles ne sont pas les représentants du peuple. Ils sont autre chose. Et cette autre chose, c'est, pour moi, un guichet unique pour les multinationales. La corruption, en tout cas en santé, est extrêmement documentée. Il y a un rapport de la Commission européenne, ce qui ne manque pas de piquant quand on sait ce qu'est la Commission européenne et le niveau de corruption qu'elle atteint, date de 2014, et qui dit que le secteur de la santé est l'un des plus sensibles à la corruption aujourd'hui, que l'ensemble des instances publiques et privées et universitaires sont arrosées de pognon par les multinationales du médicament et de la data. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport sur la corruption en 2014. Tous les rédacteurs en chef des différents journaux d'édition scientifique, que ce soit le British Medical Journal, le New England Journal of Medicine, le Lancet et autres, ont tous fait des sorties les uns après les autres ces 10 dernières années pour dire que, au fond, ce qui est publié aujourd'hui, c'était le prolongement du bras marketing des laboratoires pharmaceutiques. C'était plus de la science. C'était plus quelque chose qui était orienté pour le bien commun, essayer de comprendre ce qui marche pas. D'autre part, il y a une expropriation au sens où aujourd'hui, pour produire un article scientifique, au fond, il faut mener une étude qui, de manière administrative et financière, est tellement coûteuse, tellement complexe, que plus personne ne peut le faire, à part les multinationales. Et donc, de fait, les multinationales se retrouvent en situation de régulateur. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais ça veut dire qu'à la fois dans la création du savoir et à la fois ensuite dans la pratique du soin, aujourd'hui, c'est pas le bien commun qui préside à la décision. Il faut être réaliste, arrêter de se voiler la face et de faire semblant que si vous votez pour l'un ou pour l'autre, ça va changer quelque chose. C'est pas vrai. Ou que si vous allez manifester dans la rue, ça va changer quelque chose. Si on en revient à la question de quel est le logiciel opérant de contestation ou de transformation du système, au Colibri, dont j'ai fait partie pendant longtemps, on disait qu'il fallait des gens qui soient contre le système, qui aillent le challenger, à y appuyer sur les failles, comme vous êtes en train de faire sur la question de la fabrique de la diffamation et de sa validation et du blanchiment de fausses informations par les fact-checkers, par les médias et ensuite Wikipédia, qui sont rémunérés en plus par des officines dont on ignore la provenance des fonds. Pour à la fin créer des personnages comme en disant par exemple que Fouché serait un gourou d'une secte anti-vax d'extrême droite qui appelle à la violence, qui maltraite les patients et qui fricote avec des néo-nazis. De qui on parle là? Enfin, vous rigolez ou quoi? Vous savez d'où je viens? Enfin, on est dans une posture gandhienne non violente. Moi, je viens plutôt de l'écologie. Le collectif que j'ai animé à partisans, s'est jamais impliqué politiquement, n'avait pas de structure juridique, il n'y avait pas d'argent, même pas de compte en banque. Moi, j'ai perdu mon boulot, ma femme aussi, on est rincé depuis 1 an et demi financièrement. Enfin, de quoi vous parlez en fait? Et on a cherché toujours à créer le lien et au contraire à revenir dans une discussion démocratique pour essayer de dire ensemble comment on fait ensemble. Pour moi, in medio stat virtus, ça veut dire au milieu se tient la vertu. Souvent c'est traduit comme ça, mais virtus c'est la force. C'est au milieu se tient la puissance d'agir. Si vous êtes au milieu, si vous êtes à l'extrême gauche, à l'extrême droite, vous n'avez pas de force, vous changerez rien. Et ça se saurait si Mélenchon ou Le Pen avaient dû être élus, ça serait déjà passé, quoi. Donc ça n'arrivera jamais. Donc la question, c'est de dire à quel endroit j'ai une puissance d'agir, à quel endroit je peux transformer le système. Donc je vous ai dit à la fois contre, je vais faire des procès. Là, il y avait procès à faire pour tout ce qui s'est passé, et là, il faut que les gens les fassent au niveau pénal, etc. Et donc si votre énergie, votre joie est de faire des procès, allez-y, parce qu'il y en a vraiment à faire, parce qu'il faut aller appuyer sur les failles et faire tomber ce qui est corrompu dans notre système. C'est-à-dire que dans l'arbre qui est en train de mourir, les branches qui sont mortes, faites-les tomber, parce que sinon elles vont vous tomber sur la gueule. L'enjeu, c'est pas de gagner, l'enjeu, c'est de survivre. Ensuite, il y a des gens qui sont alternatifs, qui sont à côté du système, et qui proposent d'autres choses. Proposent d'autres médias, proposent d'autres structures de santé, d'autres structures d'éducation populaire, etc., qui créent petit à petit
quelque chose qui serait désirable. Ah ouais, ça, ce serait bien. En fait, le conseil scientifique indépendant qu'on a créé, au fond, c'est une institution désirable. On a besoin d'une structure d'éducation populaire, exemple de conflit d'intérêts, où il n'y a pas d'argent, tout le monde est bénévole, et qui permettent aux gens de mieux s'informer pour donner leur consentement ou pas, et qui permettent aux décideurs publics de s'informer pour prendre une décision politique ou pas, en fonction de ce qu'ils ont appris. On a besoin de ça. Bon, très bien. Nous, on crée cette institution désirable à côté. Puis il y a ceux qui sont dans le système. Ceux qui sont dans le système, c'est ceux qui vont permettre de changer d'échelle et de transformer de l'intérieur le système. Donc, il faut des instituts qui restent à l'école, des profs qui restent dans les écoles. Il faut des soignants qui restent dans l'hôpital. Il faut des médias, des journalistes qui restent dans les médias dominants. Parce que ceux-là, ils vont s'inspirer de ce qui est en train d'être fait à côté. Parce que les failles auront été ouvertes par ceux qui étaient contre, ils vont dire, là, ouais, ça va pas, il faut qu'on change ça. Parce qu'il y a trop de corruption, il y a trop de collusion entre les journalistes, les politiques, les financiers. Ok, faut qu'on arrête d'être les chiens de garde médiatiques du pouvoir financier et politique. Et donc, ils vont faire autre chose. Et petit à petit, ils vont mettre autre chose dans le système. Donc, pour moi, il y a ces trois dimensions-là. Et là, chacun vibre différemment et a des envies différentes. Il y en a, ils auront vachement envie de créer quelque chose de nouveau. Ils ont plein de joie à le faire. Ça les met en lien avec des gens. Il y en a d'autres, ils ont une revanche à prendre. Faut y aller, quoi. Vous prenez quelqu'un qui a perdu son fils ou pendant le Covid de la vaccination. Moi, je pense que c'est sain qu'il aille faire une association de patients et qu'il aille défoncer le système. Et tous les gens corrompus. Et c'est le cas pour Verity France, c'est le cas pour tous les gens de Où est mon cycle, qui sont ces jeunes femmes qui ont perdu leur cycle menstruel, qui peut-être seront infertiles. Pour certaines, ont perdu leur utérus suite à la vaccination et qui n'avaient pas été informées de ça. Donc, l'information claire, loyale, appropriée, aboutissant à un consentement juste, un consentement libre et éclairé, c'est pas passé comme ça, hein. Vous avez été ni libre ni éclairé. On vous a fait une clé de bras dans le dos. Vous aurez plus le droit d'aller au resto ou à la bibliothèque si vous n'êtes pas vacciné. Et puis ouais c'est bon, c'est sûr et efficace. Attendez, aujourd'hui il y a plus d'1 700 000 effets secondaires recensés dans Eudravigilance ou dans le VAERS aux États-Unis. 25% sont graves. Ça c'est les chiffres de l'ANSM. Tous ces chiffres sont des chiffres officiels. Je n'invente rien, c'est des choses qui sont juste posées par les autorités. Ce chiffre de 25% de l'ANSM, il y a d'autres instances dans d'autres pays qui disent plutôt qu'on est autour de 30 à 42% d'effets graves parmi ces 1 600 à 700 000. Ces 1 600 000, en vrai, si vous prenez la plupart des études, ils disent qu'ils sont sous-notifiés à hauteur d'un facteur 10 à 100. C'est-à-dire, si vous vouliez avoir vraiment une idée de la réalité, il faudrait multiplier par 10 ou par 100. On se retrouve à 17 millions ou 170 millions d'effets secondaires, dont 25 à 42% de graves. Attendez, c'est sûr et efficace, là ? C'est quoi ces conneries ? Je vais le prendre autrement. Si vous regardez les gens qui ont eu un doute pendant le Covid, ils se sont assemblés en collectif et un certain nombre d'entre eux ont créé des fils Telegram, des fils Twitter, où ils se sont envoyés des nouvelles glauques de ce que racontait Véran, de ce que racontait Ursula von der Leyen et Bill Gates. En fait, ils ont gagné de l'énergie à se mettre ensemble, mais ils l'ont perdu en ne faisant transiter que de l'information négative et néfaste. Et à la fin, ils sont devenus des spectateurs en attendant le prochain épisode, terrifiés de ce qui était en train de se passer. C'est vrai que c'est terrifiant. Mais la question, c'est que si vous attendez le prochain épisode, vous agissez jamais. Et ça, c'est une phrase de Guy Debord dans les commentaires sur la société du spectacle. Donc pour moi, évidemment, il faut se mettre ensemble. Et le fait de se mettre ensemble ne va pas de soi. Parce que, on nous a atomisés, on nous a séparés de tous les côtés. T'es pro-vax, t'es anti-vax, t'es pro-Ukraine, t'es anti-Ukraine, t'es pro-climat, t'es anti-climat. Non. Au milieu, il y a la force. Moi, je m'en fiche, j'ai ni envie d'être pour ni contre, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et maintenant, je me mets avec toi, et je sais qu'il va y avoir des pervers narcissiques qui vont vouloir prendre toute la place. Je sais qu'il va y avoir des gens qui auront peur et qui ne voudront pas bouger. L'idée, c'est de créer les conditions de ce collectif pour que on arrive à transformer le PFH, le putain de facteur humain, en précieux facteur humain. Parce que, effectivement, cette biodiversité, elle va permettre de créer les conditions d'une inventivité, d'une créativité que moi tout seul j'aurais pas eu. Et Réinfo Covid, c'est ça au départ. C'est je comprends rien à ce qui se passe. Et si on se mettait ensemble, scientifiques, chercheurs, médecins, ok, on comprend avec la tête. Artistes, on comprend avec le cœur. Ok, citoyens qui nous racontent, j'ai perdu mon boulot, j'ai dû fermer ma boîte, j'ai pas pu enterrer mon père, j'ai supplié d'être traité, je l'ai pas été, je me retrouve avec un Covid long. On met tout ça ensemble, on comprend mieux. Et ensuite on dit, maintenant qu'on comprend, on va parler, on va le dire. Il faut témoigner de ça. Et on va faire un média, un réseau social, un site internet, une newsletter. Et puis maintenant et des diplomates qui vont parler publiquement, avec des égards les uns pour les autres. Et ensuite, il nous faut des mains dans la matière. Et les mains, c'est les collectifs locaux. Et les collectifs locaux aujourd'hui, par exemple Réinfo Covid, mais bon sang c'est pareil, Où est mon cycle, les mamans louves, etc. Il y a plus de 286 collectifs
Il y en a en France, mais il y en a en Angleterre, en Allemagne, en Israël, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse, en Belgique, à La Réunion, à Maurice, en Australie, à Tahiti. En fait, c'est devenu une multinationale avec 0 €, sans structure juridique. Et les gens sont suractifs partout à construire des écoles, à faire d'autres systèmes de santé, à aller discuter avec l'institution, à prendre rendez-vous avec le recteur d'académie, à prendre rendez-vous avec le directeur d'école, à prendre rendez-vous. Et pour moi, on a beaucoup fait contre le totalitarisme à partir du moment où on rediscute avec son beau-frère. Dit autrement, c'est une façon un peu rigolote de dire vous n'avez pas besoin de changer le monde et de faire un truc grandiose. Recréer du lien, retisser le lien entre frères et sœurs humains. Le totalitarisme, il est basé sur l'atomisation des individus. Je pense ça, et donc je veux avoir raison. Et donc toi, t'as tort, et donc on est ennemis. Non, non, non. Comme dirait Brassens, mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Et donc, voilà, pour moi, tout l'enjeu est de retisser le lien, et ensuite de créer des communs. L'idée du commun, c'est quoi? C'est qu'on est ensemble sur un territoire, et il y a des ressources, par exemple un hôpital, mais il devrait être à nous tous. Il n'est pas à l'État, il n'est pas à une multinationale financiarisée. Il est à nous qui vivons sur le territoire et qui nous faisons soigner et aux médecins qui soignent. Et si on rachetait tout ça ensemble et qu'on en faisait un vrai commun et que peut-être on redistribue et qu'on dise on s'en fout un peu de ce que dit la Direction Générale de la Santé parce qu'on sait qu'ils ont des conflits d'intérêts, etc. Non, nous, ce qu'on veut, c'est travailler sur la prévention et que les gens restent en santé, qu'on leur apprenne à devenir acteurs, de rester en santé, à faire du sport, à gérer leurs émotions, à manger correctement, etc. Puis évidemment, on va rediriger l'activité de l'hôpital sur des trucs importants. Ouais, si on se gaufre, on a envie d'être soigné. Par contre, la chirurgie esthétique et avoir des plus gros seins, c'est fondamental ou pas? Peut-être ça peut attendre, quoi. Et petit à petit, pour moi, c'est cette idée des communs qui est... les gens pourront aller voir le travail de Benjamin Corria en France et d'Elinor Ostrom aux États-Unis, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. C'est une sorte de moyen terme entre une structure d'État extrêmement socialisée et une structure ultralibérale complètement propriétaire, qui est non, c'est à nous là. Et c'est un petit groupe humain qui le fait et qui se donne ses propres règles du jeu et qui se donne ses capacités à faire face à un abus de pouvoir, à se prémunir de l'abus de pouvoir. Parce qu'il faut bien être conscient que dès que vous aurez une ressource, quelqu'un va chercher à prendre le pouvoir. Donc si vous faites une monnaie locale, la question c'est mais qui est la banque? Comment on fabrique la monnaie? Est-ce que je suis partie prenante dans la décision, etc. Et au fond, le pouvoir vous dit à quels endroits vous pouvez travailler. Vous n'avez pas besoin de chercher des choses compliquées. Quand vos enfants n'apprennent plus rien, qu'on les maltraite, qu'ils ont des jetons pour avoir le droit de respirer à l'école, qu'on les fout au milieu de la cour en copiant devant tout le monde qui se moque d'eux, je dois mettre mon masque correctement, l'école est malade, quoi. Il faut faire autrement, il faut inventer autre chose. Et donc là, heureusement qu'il y a tous les gens qui vont travailler à des écoles alternatives, heureusement qu'il y a tous les gens qui vont travailler dans l'école à dire regardez ce qu'ils font à côté. Allez, venez, on fait une réunion de parents d'élèves et on arrête le délire là ou quoi? On arrête le délire avec les écrans et les enfants, on arrête le collège numérique qui est financé par on sait pas qui, on arrête les bracelets connectés de la Sarthe financés par tu sais pas qui pour qu'à la fin nos enfants soient des objets connectés. Et en fait, les citoyens sont déjà prêts pour ça. Parce qu'ils ont déjà dépassé les clivages. Je suis de gauche, je suis de droite, je suis d'extrême gauche, je suis d'extrême droite. Ça, c'est le petit théâtre médiatique, en vrai. Mais dans les Gilets jaunes, on l'a bien vu. Il y avait des gens qui venaient de tous les horizons. Dans le Covid, on l'a bien vu. Des gens qui viennent de tous les horizons. Et en gros, c'est nos institutions qui sont en retard et qui se raidissent parce qu'elles veulent pas changer. Mais elles vont changer. Pour toute cette action citoyenne, on a sorti un premier film qui s'appelle Suspendu, avec Fabien Moine, qui traite de la question des suspendus parce que c'est une question centrale. Et après, il y a un deuxième film qui est en train de sortir qui s'appelle Tous résistants dans l'âme, qui parle de ces actions citoyennes qui peuvent changer les choses et qui ouvre la voie ensuite à ce que les citoyens se réemparent de plein de questions de société de manière très pragmatique et appliquée. C'est pas un truc des gens qui vont parler de politique dans un meeting. Non, non, non. Là, c'est là tout de suite chez vous, quoi. Avec les gens tels qu'ils sont, de gauche, de droite, et on a besoin des deux. On s'en fout, en fait. C'est le municipalisme libertaire de Murray Bookchin qui dit, si vous voulez prendre soin du commun, vous contrefoutez des étiquettes politiques. Vous avez évidemment besoin de quelqu'un qui est un peu conservateur. Parce que quand un promoteur immobilier va dire on rase l'église, machin, pour faire un immeuble, le mec va dire attendez les gars, on se calme, on garde notre patrimoine. Et tant mieux, heureusement qu'il est là. Et puis heureusement que vous avez des gens qui sont plus sociaux, plus progressistes sur certaines choses, qui vont dire si on faisait un écolieu avec de la permaculture, où on fait venir les jeunes désocialisés, etc. Puis heureusement qu'il faut des gens libéraux qui disent et moi,
j'ai un talent, j'ai envie de faire une entreprise. Donc on a besoin des deux, c'est ça qui fait marcher notre société. Il faut pas les séparer, il faut juste les aider à travailler ensemble. Deuxième, Tous résistants dans l'âme, qui sort au cinéma. Et alors c'est pas la sortie Avatar, hein. Les cinémas, faut aller les chercher avec les dents là, un par un. Hein. Mais vous pouvez aider, les citoyens peuvent aider. S'ils demandent au Cinoche et disent voilà, nous on aimerait voir Tous résistants dans l'âme. Actuellement, on remplit les salles, mais beaucoup plus que n'importe quel Marvel. Et les cinémas, ils hallucinent. Ils ont 15 personnes pour Spider-Man. Et là, il y a soignants suspendus, 300, 400, 500, 600 personnes. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Et les Tous résistants dans l'âme, boum, 300, 400, 500 personnes. Les pré-ventes vendues en 2 jours. Ouais, le succès est là. Il faut juste après que ça suive. Et on le fait justement en commun avec les citoyens. Nous qui avons fait le film, les gens qui ont participé, les financeurs qui ont été à un crowdfunding, c'est une aventure extrêmement joyeuse au fond. Et il y a enfin ce bouquin dont on peut parler. Et ce bouquin, en fait, on en a parlé entre les lignes parce que il aborde cette question au départ de l'agonie et de l'effondrement du système, mais en se disant c'est pas quelque chose de triste, c'est quelque chose de nécessaire. C'est autour du système de santé, mais si vous prenez le système de santé, vous pourriez prendre le système scolaire. Au fond, ça raconte la même histoire. C'est une fractale de l'ensemble de nos faillites. Nos institutions, elles sont en train de vaciller une par une. Là, on prend le système de santé parce que moi, je suis dedans et je connais. Mais au fond, quelqu'un écrira le même bouquin sur le système scolaire ou sur le système médiatique. Ce qu'il apporte, à mon avis, c'est d'essayer d'être un fil d'Ariane à l'intérieur du labyrinthe. Ça paraît extrêmement compliqué à beaucoup de gens. Ils comprennent pas forcément tous les enjeux financiers, de corruption, de réglementation, de législation. Là, c'est essayer de mettre des mots sur quelque chose qui paraît incompréhensible à beaucoup. Et ces mots sont relativement simples. À la fin, ça dessine un logiciel qui est compréhensible par tout le monde. Donc moi, c'était mon intention en tout cas, et c'est le plus beau retour que j'ai eu sur le livre. Quelqu'un m'a dit, merci, tu mets des mots sur quelque chose que je ressentais intuitivement, mais où j'arrivais pas à l'énoncer. Et là, maintenant, c'est clair. Et surtout, c'est aussi une intention de faire le grand écart et de dire, on est dans un constat de déploration, de l'effondrement et de tout ce qui va pas. Mais on peut pas rester à ça. Parce que sinon, on se couche par terre et on dit, on va tous mourir. Non, en même temps, cette déploration, elle est l'ouverture de plein de possibles, et y compris dans l'institution. L'hôpital est déjà en train de se transformer. Si vous prenez l'évaluation en santé, c'est une discipline, en gros, pour la certification, c'est le truc hyper normatif, comme la norme ISO 9002, vous voyez, mais en santé, pendant longtemps, les gens qui faisaient ça, ils disaient il faut faire des scores de douleur, des scores de machin. Est-ce que votre truc il est bien fléché? Il y a l'alarme incendie. ISO 9002, c'est dans l'industrie, c'est les process qualité. Les gens qui bossent dans l'industrie, ils savent connaître ça par cœur. Est-ce que votre petite pente d'accès elle est bien conforme pour les handicapés? Est-ce que la porte a la bonne largeur? Et il y a des administrations qui vous font chier pendant des jours et des jours pour que vous appliquiez à la règle, qui vous mettent des amendes. Donc c'est un truc en gros très normatif, très contraignant et qui n'améliorait rien jusqu'ici, ce qui faisait semblant d'améliorer, mais qui au fond rigidifiait tout et tuait l'initiative et la créativité, et qui en plus nous mettait toujours en retard, parce que comme on n'est jamais conforme, il faut toujours qu'on se mette en conformité, et donc on peut même plus rêver l'hôpital qu'on veut. Parce qu'à la fin, on est en retard. La HAS nous a dit qu'il a changé 6 à ça chaque année, et donc il faut qu'on se mette à jour, dans les normes. Mais à la fin, on veut faire quoi dans l'hôpital? On ne sait plus, il faut qu'on se mette aux normes. Et il y a plein de secteurs qui sont comme ça, où finalement on n'arrive plus à avoir de la créativité et de la joie, parce qu'on est complètement asséché par le système normatif. Alors c'est là où je voulais en venir, c'est qu'elles sont intéressantes, c'est toujours ambigu et paradoxal en fait, c'est rare qu'on puisse dire c'est blanc, c'est noir, ça marche pas. Mais actuellement c'était devenu des usines à gaz, qui faisaient que si vous n'étiez pas conforme, en gros on vous ferme, etc. Et c'est impossible d'être conforme. Mais petit à petit, les gens qui font même cette certification sont en train de changer. Et se sont posé la question, on dit, on a fait des scores de douleur, des scores de vomissement, mais les soins sont pas mieux. Pourquoi? Ils se sont dit, une idée magnifique, merveilleuse, ils se sont dit, et si on demandait aux patients? C'est un peu burlesque, bien sûr qu'on aurait dû demander dès le départ aux patients, puisque c'est eux qui sont concernés par les soins. Mais là, ça leur est venu d'un coup, et ils ont fait un indicateur qu'on appelle le patient traceur. C'est-à-dire qu'à la fin des hospitalisations de quelqu'un, ils vous prennent et vous disent « Et vous, au fait, racontez-moi votre hospitalisation. » Non, avec vos mots, il n'y a pas de score ni rien. Et le patient raconte. Et on se rend compte que le patient, il raconte toujours la même chose. Enfin, avec des histoires différentes à chaque fois, mais c'est qu'au fond, il peut avoir vomi, il peut avoir eu mal. Mais là, j'étais dans le couloir du bloc, j'avais froid, et il y a une aide-soignante qui est venue me voir, qui m'a pris la main, qui m'a dit « Vous avez l'air d'avoir froid, je vais vous amener une couverture. » Et elle m'a amené une couverture. Ça n'apparaît nulle part, dans aucun compte-rendu, dans aucun score. Mais à la fin, le patient, il dit,
Parce que ça s'est passé. Bah, pour moi, toute l'équipe, elle avait une humanité touchante. Et en fait, au fond, je suis content de ce qui s'est passé. Et c'est le facteur humain, le PFH, le précieux facteur humain. Et on est en train de redécouvrir le précieux facteur humain dans les soins. Pour moi, c'est extrêmement réjouissant et ça ouvre la porte à de très beaux jours pour notre santé. Donc, on a une bifurcation là. On a ceux qui sont actuellement directeurs d'hôpitaux, présidents d'universités, chefs de service, qui rêvent une médecine transhumaniste, algorithmique, avec des petits logiciels partout qui vont faire des choses de manière automatique et plus d'humain. Vous avez un bon article dans Le Monde diplomatique qui date de juin, je crois, ou juillet de cette année, qui parle de l'Eldorado de la e-santé. La e-santé, c'est quoi? C'est toute cette santé connectée, avec des objets connectés, où à la fin, vous avez des algorithmes qui processent tout seuls, et puis vous avez une application qui vous dit directement comment changer votre dose, etc. C'est une médecine sans médecin. Et en fait, une médecine sans patient. Parce que le patient, il doit être toujours pareil. Donc, si vous n'êtes pas comme il faut, vous n'êtes pas pile dans le moule, c'est bon, neuroleptique, antidépresseur et anxiolytique, quoi. À la fin, vous finissez en psychiatrie, quoi. Comme les gens qui ont un Lyme ou comme les gens qui ont un Covid long actuellement ou une spikeopathie post-vaccinale prolongée. En gros, la médecine leur dit, vous ne connaissez pas, vous n'existez pas dans nos cases. Bon, bah, je vous envoie chez le psychiatre. Mais ils vont pas mieux. Ils sont juste rincés par les médicaments qu'on leur donne. Et donc ça, c'est la bifurcation actuelle entre le rêve transhumaniste, qui est un cauchemar en vrai, hein, et qui est porté par les multinationales, les mêmes qui ont disrupté notre système et pris le pouvoir. Et de l'autre côté, bah, le retour de l'humain, le retour du soin, le retour de l'erreur, de la bifurcation. Parce que l'humain, c'est l'erreur. Mais tant mieux. Heureusement qu'on fait des erreurs. Ouais, ou faire monter en compétence les citoyens. Que chaque citoyen essaye le plus possible de rester en santé. Et là, c'est des conditions systémiques. Si vous mettez des distributeurs de coca et de nuts partout, bah oui, vous aurez de l'obésité et de l'hypertension. Donc, il y a des choses à changer dans notre façon de vivre collectivement dans une ville. Ça, c'est une phrase d'Ivan Illich, qui a écrit un livre qui s'appelle La Némésis médicale, et qui est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur ce qu'on appelle la convivialité des systèmes techniques, et qui dit, aujourd'hui, le facteur pathogène prédominant, c'est le système de santé. Aujourd'hui, aux États-Unis, une des premières causes de mortalité, ce sont les opiacés, l'intoxication morphinique. Et ça, c'est le système de santé. Souvent, on essaie de voir un monstre extérieur qu'on voudrait changer. On dit, ah, c'est les méchants transhumanistes et tout ça. C'est Laurent Alexandre, Jacques Attali, Yuval Harari, Klaus Schwab. Mais ils sont là parce qu'on leur a laissé la place. Ils sont le précipité de nos attentes contradictoires. On voudrait, en prenant une pilule, que tout aille bien. Non, c'est pas comme ça. En gros, c'est les gens qui promeuvent le transhumanisme, c'est-à-dire un homme qui serait le prolongement d'un système technique, en disant, mais c'est ça l'avenir radieux qui nous attend pour les gens riches, si vous avez le bon abonnement. Pour les autres, on verra. Je crois que c'est une illusion, et c'est une illusion, bon, je ne veux pas parler de transhumanisme tout de suite, mais pour dire, le fait même de les désigner comme l'ennemi, c'est une illusion, c'est à l'intérieur de nous. On est tous un peu pétris de ça, on aimerait bien que ça se passe tout seul, pas avoir à mouiller la chemise, ouais, bon, voilà. Mais non, notre santé, elle est à nous, notre corps, il est à nous, c'est à nous de bosser, et on a besoin des autres pour le faire. Je vais arrêter de fumer tout seul, je sais qu'il faut le faire. Je sais que je donne de l'argent à un gros gars dans un fauteuil à New York, qui à chaque fois que je prends une bouffée rigole en disant il va se taper un bon cancer, et qui fait du tabac dégueulasse rempli d'OGM, de pesticides, avec un pauvre Mexicain qui est fouetté $2 par jour pour à la fin produire un truc qui rend malade. Je sais tout ça, et pourtant c'est pas pour ça que j'arrête. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'acrasie chez les Grecs. Akrasia, c'est l'insuffisance de la volonté, la flemme. Et les gens aujourd'hui ont la flemme de se réemparer de la chose commune et de leur chose à eux, leur corps d'abord, et puis ensuite de leur ville, et puis ensuite de leur boulot, et puis ensuite de leur vie. Ils attendraient que quelqu'un d'autre le fasse à leur place. Il y en a même qui tapent sur Google, c'est quoi le bonheur? C'est pas Google qui va te répondre. Pareil sur tes symptômes, tous les gens qui googlisent leurs symptômes. Il y a un dessin humoristique comme ça qui dit Each time I Google my symptoms, I end up having a cancer. Chaque fois que je googlise mes symptômes, je finis par avoir un cancer. Et c'est à peu vrai, quoi. Il n'y a jamais eu autant de foisonnement de tutos, de formations, sur les plantes médicinales, les plantes comestibles, sur le qigong, le yoga, la méditation pleine conscience, la respiration comme le pranayama en yoga, ou les respirations qui permettent. Je fais la promotion de rien du tout. Vous êtes en train de me dire où est-ce que les gens trouvent leurs réponses. Pour le moment, elles sont là, à cet endroit-là. Et il y a plein de réponses vernaculaires. Vernaculaires, ça veut dire qu'elles viennent de savoirs anciens,
parfois d'ethnomédecine traditionnelle, comme les ethnomédecines africaines, chinoises, tibétaines, ayurvédiques, indiennes ou des choses comme ça, qui au fond sont très intéressantes parce que c'est des gens qui ont toujours appris à faire avec du low-tech. C'est-à-dire, en gros, ils connaissent tous les plantes médicinales. Nous, on a désappris les plantes médicinales. Mais c'est hyper intéressant, les plantes médicinales. En vrai, on devrait le méditer parce que tous les jours au quotidien, si vous mettez des choses dans votre alimentation, ça aide à rester en santé, bien sûr. Et c'est des secrets qui sont connus de toute la planète, mais qui ont été oubliés par les Occidentaux. À tel point qu'on a détruit le métier d'herboriste en France, qu'on a restreint la liste des médicaments autorisés et qu'on a mis dans les mains des pharmaciens et des médecins l'herboristerie, mais qu'on les a plus formés. Et que moi, j'ai eu aucune formation, j'y connais rien en plantes médicinales. Mais par contre, chaque fois que je discute avec un ethnomédecin ayurvédique, chinois, tibétain, un druide, celtique, ce que vous voulez, mec, ils connaissent tous les plantes médicinales, quoi. Et pour eux, c'est la base. C'est la base de rester en santé. C'est même pas de la médecine, en fait. C'est de l'alimentation. Donc, pourquoi est-ce qu'on crache sur ces savoirs-là ? Parce qu'on n'est pas capable de les évaluer. Mais on est complètement capable maintenant. Par le croisement de la médecine occidentale et de ces médecines-là, on est capable de voir qu'est-ce qu'il y a à boire et qu'est-ce qu'il y a à manger, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Parce qu'effectivement, il y aura à boire et à manger dans ces savoirs-là. Ils sont pas validés scientifiquement, mais on est capable de le faire maintenant. Et la plupart de nos remèdes, vous savez peut-être pas, mais ils viennent des ethnobotanistes et de gens qui sont allés piller les savoirs traditionnels. En disant au chaman, au fait, quand il a la diarrhée, tu lui donnes quoi ? Ah oui, attends, tiens, tu m'en donnes un peu. Et après, dans son labo, il regarde la molécule et il dit, tiens, je vais la purifier, je vais en faire un brevet, et boum, je vais en faire quelque chose. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour l'artémisine, à partir de l'artémisia, c'est passé pour des dérivés de l'if pour faire certains taxols, etc., enfin, certaines chimiothérapies. Il y a de très nombreuses molécules dans notre médecine et dans notre pharmacopée occidentale allopathique qui sont en fait issues du pillage des savoirs vernaculaires des médecines traditionnelles, mais en les mercantilisant. Alors que d'habitude, vous ne paierez rien, c'est là, c'est dans la nature. Et ben, je pense qu'il va falloir refaire avec cette idée-là d'un savoir vernaculaire, low-tech, où les gens montent en compétences au niveau citoyen, et c'est en train de se passer. Les gens sont en train de se former, et y compris les professionnels de santé. Si vous allez dans une salle de détente en réanimation, aujourd'hui, les infirmiers, les aides-soignants, les gens qui font le ménage, les médecins, ils discutent pas du nouveau protocole de désinfection, qualité, etc. Ils discutent pas du nouvel antihypertenseur ou de la nouvelle chimiothérapie. Non, ils discutent d'hypnose conversationnelle. Je vais me former, je vais faire un diplôme universitaire. Ils discutent de jeûne, de régime alternatif. C'est ça qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, vous avez même certains blocs opératoires qui sont les lieux les plus techniques, où en fait, les gens arrivent debout, avec un vrai pyjama et pas la mauvaise blouse ouverte sur le cul. Ils sont pas conduits à l'abattoir sur un brancard. Ils arrivent debout, en discutant avec le brancardier, en ayant une relation humaine. Puis quand ils arrivent, il y a un beau salon d'attente. Puis il y a des belles photos, parce que avant la mauvaise peinture verte avec les fils qui pendent du plafond, merci, alors que je vais me faire opérer, ça donne pas hyper envie. Non, là on fait quelque chose de beau. Et il y a de l'aromathérapie, des huiles essentielles, pour que ça sente bon et puis pour que ça détende. Et ça, c'est avant le bloc, mais après, c'est pendant le bloc. Aujourd'hui, le gros du travail en chirurgie, c'est d'aller vers la microchirurgie, micro-invasive. Je vais à la tumeur, je la prends, je me casse. J'ai pas fait une balafre de haut en bas, j'ai fait de la cellio, etc. L'anesthésie, on va vers de l'anesthésie micro-invasive. Le moins de doses possible, juste au moment où il faut, pour que quand vous sortez, vous n'êtes pas pris un gros coup sur la tête. Non, vous avez faim, vous avez envie de manger, vous vous remettez debout. Et il y a des gens en salle de réveil, maintenant, on les met debout, on leur donne à manger, on leur donne à boire, alors qu'ils sortent du bloc opératoire. Et ils reviennent dans la vie 10 fois plus vite. Et ils n'ont pas d'effet secondaire ni rien. Donc tout ça pour vous dire que c'est déjà en train d'arriver. Et y compris dans notre médecine institutionnelle. Ce retour, mais pour autant, il va falloir bosser. Parce que, comme je vous ai dit, les enjeux actuellement du pouvoir, c'est de tirer notre médecine vers une médecine sans médecin et sans patient. Vers la e-santé. Ça n'arrivera pas. C'est un rêve, un cauchemar fou. Les gens sont en train de se réapproprier la santé pour rester la plupart du temps en santé et utiliser notre médecine technique à bon escient, parce qu'il y a plein de choses belles à l'intérieur d'elle. Il ne faut pas tout jeter avec l'eau du bain. Hein. Les gens, ils sont anti-médecine, etc. Non, bien sûr que non, il y a des choses super. Dans la chirurgie, dans les chimios, dans les trucs, dans la réa, c'est magique, quoi. Mais par contre, au bon endroit, au bon moment, et sûrement pas pour tout le temps. Et ça n'est qu'un recours une fois que vous êtes gravement malade, quoi. Je pense qu'il est temps de revenir à quelque chose de banal. Le mot banal, ça veut dire notre action collective et individuelle. Je pense qu'il faut la remettre
comme banal. Le Covid, c'est une énorme vague, mais si vous la surfez jusqu'au bout, vous allez sur les rochers. L'Ukraine, c'est pareil. Le climat, c'est pareil. L'enjeu, c'est de revenir au banal, au quotidien. Un four banal, un moulin banal au Moyen-Âge, c'est quoi? C'est le four au milieu du village qu'on a tous en partage. Ben moi, j'ai envie de redevenir un écrivain banal, un soignant banal, un penseur moderne banal d'un autre système, c'est-à-dire au service du village et de nous tous, et que voilà, on arrête de surfer des vagues immenses en pensant que oh là là, on va tous mourir et qu'on vit en permanence suspendu aux lèvres du totalitarisme. Non. Calm down. On revient à du doux, à du lien, à de la relation et au fil rouge de l'humanité. Le fil rouge, il n'est pas compliqué. La paix, la joie, la rigolade, la bonne bouffe, l'étreinte et l'amour. Ok, ça va. Si vous faites une action dans ce sens-là, vous avez déjà fait un grand pas pour lutter contre le totalitarisme. Au travail.